Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Le moment métropolitain, c'est un très bel objet de recherche en sciences politiques. C'est une très belle boîte noire, pour reprendre cette expression. Et la ville a été surétudiée, mais la métropole et la métropolisation, c'est une terre inconnue. Et ça rejoint une question ultra classique en sciences politiques des années 60, la question qui gouverne. Il y a eu plein de travaux là-dessus, qu'on n'arrive pas à traiter sereinement sur la question de la métropole et de la métropolisation. Et ce que je vous propose, moi, c'est de mettre sur la table 2-3 énigmes de sciences politiques que j'arrive pas à résoudre, mais qui sont très stimulantes sur le plan intellectuel. Alors, il y a un constat partagé, je crois, quand on fait des revues de littérature, c'est qu'on est dans une phase de gouvernabilité incertaine, différenciée, inachevée. Donc, les jeux politiques sont difficiles à analyser. Et moi, je pointe 2 énigmes redoutables qui renouvellent peut-être notre façon de lire le pouvoir local. La première, c'est l'idée que la compétition politique ne débouche pas nécessairement sur de la régulation publique. Je le traduirai avec une formule. Passion ne vaut pas régulation. Alors je m'explique. J'ai passé un an, il y a quelques années, j'ai eu le déclic en faisant une étude d'1 an sur les politiques publiques à Naples, dans la région Campanie, en Italie, où j'étudiais les politiques de déchets, les politiques d'urbanisme. Et j'ai vu un contraste absolument saisissant, vous allez voir, c'est une banalité, mais elle fait réfléchir, entre l'intensité du débat politique, de la passion politique, de l'engagement politique au quotidien dans cette ville, de la connaissance du politique, et puis le déficit en politique publique. Et donc, le résultat de cette recherche, c'était, pour aller très vite, de dire la politique contre les politiques publiques, au sens où ce n'est pas parce qu'il y a une forte intensité, où il y a des débats idéologiques, des engagements, des passions, qu'il y a pour autant des mesures dans cette grande ville de Naples. Et cet élément, je crois que c'est un élément central à penser aujourd'hui dans les métropoles. Ce n'est pas parce que les métropoles sont un lieu d'hyper-effervescence, de tension, de conflit, de lutte d'intérêts, qu'il va y avoir mécaniquement de la régulation publique. Donc c'est la première énigme, alors qui fait référence à plein de champs de littérature en Sciences Po, mais que je pose comme telle, avec du coup une petite touche anthropologique. Moi, quand j'étais à Naples, j'ai tout de suite pensé aux travaux de Pierre Clastres sur la société contre l'État, quand il racontait que le chef, dans la chefferie, dans les tribus pré-étatiques, le chef incarnait la communauté, mais il n'avait en aucun cas le pouvoir. Et la notion d'incarnation, de captation de symboles pour raconter, alors il avait le pouvoir de la parole, il avait le pouvoir pour dialoguer avec les autres tribus, mais il n'avait aucun pouvoir de décision sur les choses importantes, sur l'économie, sur les femmes, sur les biens, sur les ressources de l'époque. Donc, le premier élément que moi j'essaie d'avoir en tête, c'est que les métropoles nous invitent peut-être à, en sciences politiques en tous les cas, à réfléchir à cette controverse qu'on avait éliminée. Quand Clastres a dit la politique n'est pas que domination coercitive, dans la science politique française, il y a eu un numéro célèbre de la Revue française de sciences politiques qui a dit à Pierre Clastres, désolé, la politique, telle que vous la décrivez, c'est pas ça la politique. Et moi je crois qu'il faut revenir à cette idée qu'il peut y avoir de la très forte émotion politique, de l'engagement politique sans décision publique. Premier élément. Et puis c'est ma première énigme. Et ma seconde énigme, c'est l'idée que le langage du pouvoir perd en efficacité. Alors là aussi une formule, je dirais, discours ne vaut pas pouvoir. Pourquoi c'est une énigme? Parce que là aussi dans la tradition de Sciences Po, une grande partie du pouvoir s'exerce d'abord par le langage, par la maîtrise du langage. Faisons référence à un grand classique, même s'il n'est pas Sciences Po, c'est Pierre Bourdieu sur ce que parler veut dire, cette idée que le jeu dominant-dominé se passe par la maîtrise du langage. Et il y a aujourd'hui toute une série de thèses en sciences politiques sur les métropoles qui continuent à être sur ce créneau, en disant le pouvoir est confisqué, regardez, il y a une petite élite qui maîtrise tous les tenants et les aboutissants des règles institutionnelles, donc il y a confiscation du pouvoir. Et moi, l'hypothèse que je fais, en tous les cas mon énigme, c'est de dire, à partir du moment où le langage porte moins, il est moins prégnant sur la réalité, cette thèse que le pouvoir est tenu par le langage ne fonctionne pas. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été troublé de voir depuis 10 ans toute une série de thèses en sciences politiques et en sociopolitique, de jeunes thésards qui, au fur et à mesure qu'ils entraient dans la boîte noire de la machine métropolitaine, expliquaient que pour comprendre les jeux de pouvoir, il fallait qu'ils étudient les jeux de langage. Et que quand ils étudiaient les jeux de langage, ils s'apercevaient que les jeux de langage, parce que maintenant beaucoup de thèses sont comparatives internationales, n'étaient pas les mêmes à Munich, à Barcelone, à Paris ou à Strasbourg.
ou à Montréal. Et donc il y a eu toute une réflexion sur l'idée, revenons sur le langage, non pour dire c'est le langage qui fait le politique, mais au contraire pour dire pourquoi le langage se démagnétise. Et il me semble que c'est en lien très fort avec les deux interventions précédentes. Dès lors qu'on réfléchit aux règles qui sont formulées par la nouvelle technocratie métropolitaine, si ces règles, aussi intelligentes soient-elles, ne sont pas entendues comme des règles qui s'imposent à tous, elles ne fonctionnent pas. Donc il y a une piste, me semble-t-il, qu'il faut creuser, c'est sur le langage, et du coup revenir à des classiques, hein, revenir à Michel Foucault sur les mots qui font violence aux choses. C'est à partir de quand les mots font violence aux choses. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a toute une série de thèses passionnantes qui montrent que les mots ne font pas violence aux choses de la même façon d'une métropole à l'autre, qu'on ne pose pas les problèmes de la même façon d'une métropole à l'autre. Il y a une thèse absolument fantastique qui vient de faire l'objet d'un bouquin sur Montréal, le Grand Montréal. Ça s'appelle « Les batailles politiques pour penser métropolitain ». Et c'est une jeune chercheure en sciences politiques qui a étudié pendant 10 ans la façon dont, à Montréal, les élites ne sont pas arrivées à s'entendre sur la définition du bien commun. Et l'échec métropolitain, entre guillemets, c'est d'abord l'échec d'une difficulté à parler le même langage ou à faire consensus. Il y a beaucoup de travaux en France là-dessus. Il y a une très belle thèse sur Marseille qui montre qu'on peut avoir un récit méditerranéen très homogène sur le Grand Marseille tout en ayant une fragmentation politique absolue. C'est-à-dire on a un discours symbolique, surplombant, et on a le refus absolu d'arrangement sur les politiques publiques. Il y a d'autres villes, Paris a été traité, Lyon, Strasbourg. Donc voilà mes deux énigmes. Et alors du coup, j'en viens à ma conclusion, qui est un peu une pierre posée dans le jardin du débat suivant sur quelle recherche faut-il engager. Moi je crois qu'il faut aller, je suis d'accord avec Marie-Pierre, il faut étudier les systèmes, et il faut étudier l'esprit des lieux. Il faut étudier métropole par métropole comment fonctionne l'ordre local, quelles sont les règles du jeu qui font que le gouvernement métropolitain est possible ou ne l'est pas, mais à quelles conditions. Et il me semble, ça fait écho au débat de Pierre Veltz, hein, que ce n'est pas Métropole France, mais du coup c'est de la fragmentation. Il faut prendre les métropoles une à une, peut-être qu'on verra des systèmes métropolitains qui seront ensemble, mais moi je crois qu'il faut revenir à l'école de Chicago, au monde sociolocaux, il faut aller étudier qu'est-ce qui fait que à Strasbourg, à Marseille, à Munich et dans Madrid, on ne raconte pas la métropole de la même façon, donc on ne peut pas faire de politique publique de la même façon. Alors, deux pistes juste pour alimenter cette idée qu'il faut travailler sur l'épaisseur socio-historique. La première piste, c'est que je suis persuadé que si on va sur cette épaisseur, on va comprendre que la frontière publique-privée n'est pas la même d'une métropole à l'autre et qu'elle est en plein mouvement dans les métropoles. Elle bouge beaucoup. Moi, je suis fasciné, on dit toujours, les métropoles, il ne se passe rien. Enfin, il y a énormément de projets, mais il n'y a pas de grands changements. Moi, je suis fasciné par la vitesse à laquelle certaines représentations changent à l'échelon métropolitain. Je donne qu'un seul exemple, le vélo dans la ville. Le vélo dans la ville, il y a 10 ans, ça faisait sourire tout le monde. Le vélo aujourd'hui dans la ville, c'est une évidence que tous les métropolitains racontent. Et donc, il me semble qu'il faut qu'on ait une attention particulière à toutes ces frontières publiques-privées qui bougent, enfin tout ce curseur public-privé qui bouge sur la façon de voir le bien commun, de voir les services publics. En Sciences Po, on a eu des pistes passionnantes qui sont en train de se développer sur ce qu'on appelle les coalitions narratives, c'est-à-dire pas les coalitions d'acteurs, hein, pas juste savoir comment les groupes d'intérêt se mettent en place, mais de voir comment les gens racontent ensemble des choses différentes, ce qui est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui comment des acteurs, parfois ou des groupes d'acteurs en métropole très très opposés ou très différents, arrivent à raconter la métropole de la même façon pour pouvoir avancer ensemble, avec une notion de floutage des politiques publiques qui est complexe, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les référentiels simples, sur le développement, l'environnement, la sécurité, mais on est sur des argumentaires plus subtils, et il me semble qu'il faut étudier ces éléments de langage pour voir quel type de médiation il y a derrière. Et alors ça accroche à un gros débat en sciences politiques, c'est les politiques publiques, c'est d'abord de la médiation, donc c'est des médiateurs, donc c'est de la construction du réel avec des mots. Et puis la seconde piste, qui a été un peu évoquée, alors qui est souvent évoquée avec un sourire, c'est la question du récit sur un imaginaire métropolitain. C'est-à-dire à partir de quand il y a une identité métropolitaine qui est envisageable. Moi, il me semble qu'il faut faire, je voulais faire un papier là-dessus juste après les élections européennes. Pour moi, ce qui vient de se passer aux élections européennes, c'est exactement la même chose qui se passe dans beaucoup de métropoles. C'est l'impossibilité d'avoir un récit métropolitain d'incarnation positive.
C'est-à-dire qu'on incarne beaucoup de choses dans la métropole, mais pas de façon positive. Et la grande victoire de ceux qui ont gagné aux européennes récemment, c'était l'incarnation non pas de l'Europe, mais d'autres éléments qui ne sont pas européens. Donc il y avait une incarnation, on va dire, infra-européenne qui fonctionnait. Et aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir, il n'y a que des spécialistes de la métropole ici, à quel point les représentations infra-métropolitaines restent très très fortes. Et ça fait le lien avec le topo introductif de Pierre Vell, ça sera mon mot de la fin. Il dit c'est le bon moment pour décentraliser. Et il dit Métropole France, moi je pense que non, on n'est pas dans des modèles nationaux. C'est pas Métropole France, c'est métropole multipliée par 20, 30, 40 en France, mais c'est surtout différents types de métropoles en Europe et dans le monde. Et que moi je pense que ce récit métropole, il n'est plus au niveau national, il ne fonctionne plus au niveau national, et il fonctionne sur des tensions très fortes qui ne sont pas au niveau national, mais qui sont au niveau métropolitain. Jean-Noël Jeannet, l'historien, a montré que la Révolution française, si elle se commémorait de façon si forte et si puissante sur le plan symbolique, c'est que la France était totalement déchirée en 1789. Et moi, je pense que c'est les déchirements dans les métropoles qui pourront construire un récit puissant, ce qui veut dire qu'il y a une dramaturgie, il y a des événements propres à chaque métropole qui construiront les métropoles. Je vous remercie.